Ma famille jugeait mon diplôme comme de la paperasse sans valeur. À Noël, papa s'est vanté de l'entreprise de mon frère, ricanant, et elle se prend pour une avocate. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'ai gagné le procès qui. Ma famille a toujours considéré mon diplôme d'avocate comme une sorte de blague, de la paperasse sans valeur. Ce soir de Noël, alors que mon père se vantait de la nouvelle entreprise de mon frère en ricanant, et elle se prend pour une avocate, je suis restée silencieuse. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que la paperasse que je venais de signer allait non seulement changer ma vie, mais aussi sauver la leur de la catastrophe. Voici comment tout a commencé, comment un secret a fait exploser des années de mensonges et de mépris. Avant de plonger dans les détails de cette soirée inoubliable, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Allez, revenons à Lyon, à ce fameux réveillon de Noël qui a tout changé. La grande maison de mes parents sur les hauteurs de Lyon était une véritable scène de théâtre. De l'extérieur, tout n'était que perfection. Les lumières dorées scintillaient sur la façade en pierre, la neige fraîchement tombée recouvrait le jardin d'un manteau immaculé. À l'intérieur, une odeur riche de dinde rôtie, de cannelle et de sapin fraîchement coupé emplissait l'air. C'était la carte postale parfaite d'une famille française bourgeoise et heureuse. Une mise en scène impeccable. Mais comme dans toutes les bonnes pièces, les drames les plus intenses se jouaient en coulisses, ou plutôt, au vu et au su de tous, mais ignorés par la plupart. Depuis mon arrivée, 1 heure plus tôt, j'avais l'impression d'être un fantôme. Un fantôme poli, qui souriait, qui faisait la bise, mais un fantôme quand même. Tous les regards, tous les rires, toutes les attentions étaient tournées vers mon frère aîné, Thomas. À 40 ans, Thomas était le soleil de l'univers familial. Grand, charismatique, avec ce sourire confiant de celui à qui tout a toujours réussi. Et moi, Amélie, sa cadette de 6 ans, j'étais condamnée à orbiter dans son ombre, une petite lune froide et insignifiante. Mon père, Jean-Pierre, trônait près de la cheminée monumentale, son verre de whisky à la main, tel un roi sur son domaine. Sa voix puissante couvrait sans peine le son des chants de Noël diffusés par les enceintes. Thomas vient de signer un contrat qui va révolutionner son secteur. Je vous le dis, ce garçon a hérité de mon instinct pour les affaires. Il voit les opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. C'est dans le sang. Chaque mot était une affirmation de sa propre valeur à travers la réussite de son fils. Ma mère, Isabelle, affairée à vérifier la cuisson des plats, m'a lancé un de ses regards habituels par-dessus son épaule. Un regard fugace, mélange d'excuses et d'impuissance, qui me disait « Laisse passer, ma chérie. C'est Noël. » Mais j'en avais assez de laisser passer. Je me suis dirigée vers le buffet pour me servir une coupe de champagne, mon armure sociale pour ce genre de soirée. C'est là que ma belle-sœur, Chloé, m'a interceptée. Elle était l'incarnation de la perfection glacée, moulée dans une robe de soie qui devait coûter le loyer de mon appartement parisien. Son sourire, bien que large, n'atteignait jamais ses yeux. « Amélie, ma chérie. Quelle surprise de te voir. J'ai cru que tu serais encore coincée au bureau. Toujours aussi passionnée par tes petites affaires au tribunal ?» Les mots étaient choisis avec une précision chirurgicale. Petites affaires. Comme si les vies que je défendais, les injustices que je combattais, n'étaient qu'un jeu d'enfant, un hobby pour m'occuper. J'ai senti mes doigts se crisper sur la tige fine de ma coupe. J'ai puisé au plus profond de moi pour afficher un sourire tout aussi artificiel que le sien. Le droit est un amant exigeant, Chloé. Il ne prend jamais de vacances. Oh, comme c'est poétique, a-t-elle dit avec un petit rire condescendant, avant de se tourner vers ma tante Suzanne. Vous saviez que Thomas pense déjà à ouvrir une filiale à Francfort ? Il n'arrête jamais. C'est un vrai bâtisseur d'empire. Je me suis éloignée, le cœur lourd. Chaque compliment adressé à Thomas sonnait comme une critique implicite à mon égard. Il célébrait son « empire », un empire dont ils ignoraient les fondations chancelantes. Il se moquait de mon travail, ce même travail qui, à leur insu, venait de poser une rustine sur la coque de leur navire en train de couler. Je les ai observés, perdus dans leur admiration mutuelle, et une certitude s'est ancrée en moi. Cette nuit de Noël ne serait pas une nuit de silence. Ce serait une nuit de révélation.
Je souriais poliment, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Il ne savait rien. Il ne savait pas que quelques heures plus tôt, la vie de chaque personne dans cette pièce avait basculé pour toujours, et c'était grâce à mes petites affaires. La soirée avançait au rythme des conversations superficielles et des rires forcés. Je m'étais réfugiée près de la grande baie vitrée qui donnait sur le jardin enneigé, observant la scène de loin. C'est là que mon regard a été attiré par ma cousine de 20 ans, Léa, avachie dans un fauteuil, faisant défiler nonchalamment le fil d'actualité de son téléphone. En passant derrière elle pour me resservir un verre, une image et un titre ont capté mon attention. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était le logo d'un grand quotidien économique. Le titre était en gras, « Victoire historique pour le cabinet parisien Moreau et Dubois, 50 millions d'euros d'indemnité dans un procès phare pour la protection des consommateurs. » Moreau et Dubois. Mon cabinet. Ma victoire. Mon nom n'était pas mentionné, la discrétion était de mise à ce stade, mais c'était mon dossier. 3 ans de ma vie. 3 ans de nuits blanches, de recherches exténuantes, de plaidoiries répétées devant mon miroir jusqu'à l'épuisement. 3 ans de sacrifices personnels, de dîners annulés et de vacances reportées. Tout cela, résumé en quelques lignes sur un écran de téléphone. J'ai regardé, fasciné et horrifié, Léa passer l'article d'un simple mouvement de pouce, sans même le lire, pour s'attarder sur une vidéo de chiot. La nouvelle qui allait changer le destin de sa propre famille était moins intéressante qu'un animal mignon. C'était l'illustration parfaite de ma place dans cet univers. Au même instant, la voix de Thomas, emplie de cette confiance que je commençais à trouver insupportable, s'est élevée du groupe près de la cheminée. Il expliquait à mon oncle Robert, un homme qui avait toujours admiré sa réussite, la raison de son récent succès. C'est une question de timing, tonton. Le marché était saturé, la concurrence féroce. Et puis, il y a quelques semaines, de nouvelles régulations sectorielles sont apparues, sorties de nulle part. Elles ont complètement rebattu les cartes. Les grosses entreprises se sont retrouvées avec des contraintes énormes, et cela a créé un appel d'air incroyable pour les sociétés plus agiles comme la nôtre. C'est une chance inouïe, un véritable alignement des planètes. Je me suis retournée lentement, ma coupe de champagne à la main. Un alignement des planètes. Une chance inouïe. J'ai failli m'étouffer. Ces régulations n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient le cœur de ma plaidoirie. J'avais passé des mois à démontrer, expertise à l'appui, que les pratiques monopolistiques de la multinationale que j'attaquais étaient non seulement illégales, mais qu'elles freinaient aussi toute innovation dans le secteur. Les régulations qui avaient créé cet « appel d'air » pour l'entreprise de mon frère étaient la conséquence directe et voulue de ma victoire. Chaque mot, chaque virgule de ces textes portait l'empreinte de mon travail acharné. Mon père, qui avait entendu la conversation, s'est approché pour ajouter sa pierre à l'édifice de la gloire familiale. La chance, ça se provoque, Robert. Thomas a eu la vision de structurer son entreprise pour qu'elle soit prête à bondir sur ce genre d'opportunités. C'est ça, le génie des affaires. Il ne subit pas les événements, il les anticipe. Le génie des affaires. Mon frère récoltait les lauriers d'une guerre qu'il n'avait pas menée, sur un champ de bataille qu'il n'avait même pas su identifier. La situation était si grotesque, si profondément injuste, que la tristesse a commencé à laisser place à une colère froide et déterminée. Il trinquait à un succès dont j'étais l'architecte invisible. J'ai levé mon verre dans leur direction, un toast silencieux et amer. L'envie de tout faire éclater, de crier la vérité au milieu du salon, me démangeait. Imaginez leur visage, le choc, la confusion, l'humiliation. Ce serait si facile. Un mot de moi et leur monde de certitude s'effondrerait. Mais je me suis retenue. Non. Ce serait trop simple, trop rapide. Après des années de mépris, ma revanche méritait une mise en scène. Elle ne serait pas une explosion de colère, mais une lente et méticuleuse partie d'échecs. J'étais en train de placer mes pièces. Je les ai regardés célébrer leur ignorance. Profiter en bien, pensais-je. Le champagne n'aura bientôt plus le même goût. Ce que j'ignorais, c'est que leur ignorance n'était que la partie émergée de l'iceberg. Leur trahison passée allait donner à ma vengeance une saveur bien plus amère, et bien plus juste. Submergés par l'hypocrisie ambiante,
j'ai murmuré une excuse à propos d'un appel important et je me suis réfugiée à l'étage. J'avais besoin de respirer, de m'éloigner de cette atmosphère étouffante. Mes pas m'ont conduite instinctivement vers la porte de mon ancienne chambre. En l'ouvrant, une vague de nostalgie amère m'a envahi. Les murs, autrefois recouverts de posters de mes groupes de musique préférés, étaient maintenant d'un gris impersonnel, presque clinique. La pièce avait été transformée en un sanctuaire à la gloire de Thomas. Ses diplômes d'HC trônaient au-dessus du bureau où j'avais passé tant de nuits à réviser mon bac. Des photos de lui serrant la main de personnalités du monde des affaires étaient alignées sur les étagères. Et au centre, sous un spot halogène, une série de coupures de magazines économiques encadrés, vantant son génie entrepreneurial. Ma propre histoire dans cette pièce avait été méticuleusement effacée, comme une note de bas de page jugée sans importance. Mon regard a été attiré par un coin d'étagère poussiéreux, où un cadre photo était tourné contre le mur, comme une relique oubliée. Je l'ai pris. La photo datait d'il y a près de 10 ans. J'avais 24 ans, je venais de prêter serment. Mon visage était plein d'une joie naïve, d'une fierté immense. Je portais ma robe d'avocate pour la première fois. À côté de moi, Thomas et Chloé souriaient à l'objectif. En voyant leur visage, un souvenir que j'avais tenté d'enterrer sous des années de déni a refait surface avec une clarté brutale. 5 ans plus tôt. J'étais jeune, ambitieuse, et je venais de monter ma propre structure après avoir quitté un grand cabinet. J'avais faim, j'étais prête à déplacer des montagnes, mais les clients ne se bousculaient pas. Puis, une opportunité en or s'était présentée. Monsieur Dubois, un ami de longue date de mon père et chef d'une belle PME dans le secteur industriel, était empêtré dans un litige commercial complexe. Il m'estimait beaucoup et envisageait sérieusement de me confier l'affaire. C'était le dossier qui pouvait lancer ma carrière, me donner la crédibilité qui me manquait. J'avais travaillé sans relâche sur une proposition préliminaire, j'avais démontré ma maîtrise du sujet. Il était impressionné, presque convaincu. Le coup de grâce a été porté lors d'un dîner chez mes parents, un soir d'été. J'étais allée dans la cuisine aider ma mère à préparer le café. Quand je suis revenue, la conversation avait changé. Monsieur Dubois semblait soudainement plus distant, presque évasif. Le lendemain, il m'avait appelé, la voix pleine d'un embarras palpable, pour m'annoncer qu'il avait finalement décidé de faire appel à un cabinet plus structuré. J'avais été anéantie. J'avais cru que c'était ma faute, mon manque d'expérience. Ce n'est que des mois plus tard, lors d'un déjeuner, que sa femme, après 2 verres de vin blanc, m'avait révélé la vérité, en me faisant promettre de ne jamais la trahir. Pendant mon absence dans la cuisine, Chloé s'était penchée vers Monsieur Dubois avec un air faussement concerné. Jean-Claude, nous adorons Amélie, vous le savez. Elle est si passionnée, si volontaire. Mais c'est précisément pour cela que nous nous inquiétons. Une affaire de cette ampleur. C'est une énorme responsabilité. Un seul faux pas de jeunesse pourrait avoir des conséquences dramatiques pour votre entreprise. Vous ne pensez pas qu'il serait plus prudent de vous appuyer sur une structure avec plus d'expérience ? Thomas, assis à côté, n'avait rien dit. Mais son silence était un consentement. Il avait laissé sa femme démolir ma crédibilité. Pire, Madame Dubois m'avait avoué que Thomas avait ajouté, avec un petit sourire en coin, « Il faut bien qu'elle fasse ses armes, mais peut-être pas sur un dossier aussi stratégique. » En fixant la photo, la douleur de cette trahison m'a submergée à nouveau, mais cette fois, elle était mêlée à une rage froide. Ce n'était pas de l'indifférence. Ce n'était pas de l'oubli. C'était un acte de sabotage délibéré. Ils avaient eu peur. Peur que je réussisse. Peur que ma lumière puisse, ne serait-ce qu'un instant, éclipser celle de leur précieux soleil. Que feriez-vous à ma place ? Quand vous réalisez que les personnes qui devraient être vos plus grands supporters sont en réalité ceux qui vous scient la branche sur laquelle vous êtes assis ? Comment pardonner un tel acte ? Dites-le moi dans les commentaires, vos avis m'intéressent sincèrement. J'ai reposé le cadre, face contre le mur, comme je l'avais trouvé. Ma résolution s'est durcie comme de l'acier. La soirée de Noël venait de prendre une toute autre dimension. Il ne s'agissait plus de révéler une vérité, mais de rendre un jugement. Et j'allais être à la fois la procureure, la juge et le bourreau. Je suis redescendue, mon calme extérieur contrastant violemment avec le chaos de mes pensées.
J'avais l'impression de voir la scène à travers un nouveau filtre. Chaque rire, chaque compliment sonnait faux. J'ai repris ma place à table, non plus comme une victime, mais comme une observatrice stratégique. Mon attention s'est immédiatement portée sur Mathieu, le frère de Chloé et associé de Thomas. Il était le seul dont le comportement détonnait. Alors que les autres baignaient dans une ignorance béate, lui semblait mal à l'aise. Il participait peu à la conversation, son regard passant de sa tablette professionnelle, où s'affichaient des graphiques et des chiffres, à mon visage. Il y avait une tension palpable en lui, une interrogation qui le rongeait. Il était le directeur financier. Il connaissait la véritable situation de l'entreprise mieux que quiconque, y compris Thomas, qui était plus un commercial qu'un gestionnaire. Mathieu savait à quel point ils avaient frôlé la catastrophe. Le moment est venu au service du dessert, une magnifique bûche de Noël. Alors que ma mère la découpait, Mathieu a posé sa fourchette et s'est tourné vers moi. Il a délibérément ignoré les conversations en cours, créant une petite bulle de silence autour de nous. « Dis-moi, Amélie » a-t-il commencé d'une voix neutre, mais ses yeux me sondaient. « Moreau et Dubois ?» J'ai vu qu'ils avaient récemment recruté un expert en droit de la concurrence européen. C'est un domaine assez pointu. Vous vous développez ? La question était anodine en apparence, mais terriblement précise. Le droit de la concurrence européen était la clé de voûte de mon dossier. C'était un test. Thomas a ri, un peu trop fort. Mathieu, laisse donc ma sœur tranquille avec ses histoires d'avocat. On est à Noël. Parle-nous plutôt de choses sérieuses. Ces chiffres que tu m'as montrés hier, ils sont exceptionnels. Il tentait de détourner l'attention, mais il était maladroit. Mathieu ne l'a pas lâché du regard. Il attendait ma réponse. J'ai pris une petite bouchée de bûche, savourant le silence. J'ai ensuite regardé Mathieu droit dans les yeux. C'est un domaine fascinant, ai-je répondu. Surtout quand de nouvelles régulations viennent perturber un marché qui semblait verrouillé. Cela crée des opportunités inattendues pour certains, et des situations très compliquées pour d'autres. Tout dépend de quel côté de la barrière on se trouve. J'avais pratiquement cité une phrase de ma plaidoirie finale. Un frisson a parcouru Mathieu. Il a compris. Il a eu un très léger hochement de tête, presque imperceptible. Il venait d'avoir la confirmation qu'il cherchait. Son visage s'est fermé, et il a reporté son attention sur son assiette, mais je savais qu'à l'intérieur, son cerveau tournait à plein régime. Il venait de comprendre que le « miracle » qui avait sauvé sa société n'en était pas un. Il venait de comprendre que leur survie dépendait entièrement de moi, la belle-sœur que sa propre sœur et son associé avaient toujours traitée comme une quantité négligeable. La dynamique de la soirée venait de basculer. Je n'étais plus seule à connaître le secret. Nous étions deux. Et contrairement à moi, Mathieu n'avait aucune raison de vouloir protéger Thomas. Leur relation était purement professionnelle. Je voyais déjà les calculs se faire dans sa tête. La loyauté envers son associé contre la réalité froide des chiffres et de la survie de l'entreprise. Une fissure venait d'apparaître dans leur façade de succès. Une fissure profonde. Et je savais que quelqu'un d'autre, bien plus direct et bien moins subtil que Mathieu, était sur le point d'arriver et de la transformer en un gouffre béant. Le tic-tac de la bombe à retardement s'accélérait. Juste au moment où ma mère apportait le café, la sonnette a retenti. Une bouffée d'air frais est entrée dans la maison, et avec elle, mon amie Manon. Manon n'est pas seulement une amie, elle est l'une des journalistes d'investigation les plus redoutées de Paris. Elle a un talent unique pour dénicher les secrets les mieux gardés. Je l'avais invitée à passer en fin de soirée, espérant trouver un peu de réconfort dans sa compagnie franche et directe. Je ne me doutais pas qu'elle arriverait avec une grenade dégoupillée. Elle a salué tout le monde avec un sourire charmant qui masquait à peine son esprit affûté comme un scalpel. Son regard a balayé l'assemblée, s'attardant une seconde sur le visage tendu de Mathieu, puis elle m'a fait un signe de tête discret. J'ai compris immédiatement. Elle savait quelque chose. Profitant d'un moment de confusion générale alors que mon père essayait de faire fonctionner sa nouvelle machine à café high-tech, Manon m'a attrapé par le coude et m'a entraîné dans la bibliothèque adjacente. L'odeur de vieux cuir et de papier m'a apaisé un instant. « Amélie, écoute-moi attentivement », a-t-elle commencé sans préambule, sa voix basse et urgente.
J'ai passé les 2 derniers jours à éplucher les comptes de Wright Industries. Pas les comptes officiels, bien sûr. J'ai une source au tribunal de commerce. Mon estomac s'est noué. Et ce n'est pas joli. Ton frère n'est pas seulement un mauvais gestionnaire, c'est un joueur de poker imprudent. Il a fait des investissements à très haut risque avec l'argent de la société, et il a tout perdu. Mais ce n'est pas le pire. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un document. C'était une mise en demeure. Il y a 3 mois, ils ont reçu ça. C'est une notification d'un de leurs principaux concurrents, un géant allemand du nom de Krüger Corp. Krüger les accusait de violation de brevets et de concurrence déloyale. Il s'apprêtait à lancer une procédure qui aurait non seulement coûté une fortune à Wright Industries, mais qui les aurait aussi exclus du marché européen. Ils étaient cuits, Amélie. Foutus. Je fixais le document, les mots dansant devant mes yeux. Krüger Corp. C'était une des entreprises dont les pratiques avaient été jugées illégales suite à mon procès. Laisse-moi deviner, ai-je murmuré. Les nouvelles régulations que j'ai obtenues rendent la plainte de Krüger caduque. Mieux que ça, a dit Manon avec un sourire féroce. Elle retourne la situation. Maintenant, c'est Krüger qui est en violation des nouvelles lois. Ton procès n'a pas seulement sauvé ton frère d'une plainte, il lui a donné des armes pour contre-attaquer. Il est passé de la position de victime potentielle à celle de prédateur. Et tout ça, grâce à toi. La magnitude de la situation m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de fierté. J'avais, sans le savoir, sauvé mon frère d'une humiliation et d'une ruine totale, orchestrée par un concurrent impitoyable. Et lui, pendant ce temps, se pavanait en parlant de son « flair ». Il faut que tu leur dises, a insisté Manon. Pas seulement pour toi, mais parce qu'ils sont en train de construire leur avenir sur un mensonge total. C'est dangereux. J'ai hoché la tête, encore sous le choc. Elle avait raison. Le jeu était terminé. Il était temps de mettre carte sur table. Nous sommes sortis de la bibliothèque, déterminés. Et c'est à ce moment précis que la voix de mon père a retenti, plus forte et plus joyeuse que jamais. Mes amis. Un peu de silence, s'il vous plaît. Mon fils, Thomas, a une annonce très spéciale à nous faire ce soir. Je me suis arrêtée net. Le timing était d'une ironie si parfaite qu'elle en était presque comique. Au moment même où j'apprenais l'étendue de son désastre, il s'apprêtait à annoncer un faux triomphe. Le spectacle de l'absurdité allait atteindre son paroxysme. Manon m'a regardé, les yeux brillants d'une excitation journalistique. Ça va être épique, a-t-elle murmuré. Et elle n'avait pas idée à quel point. Je suis retournée dans le salon, le cœur battant à tout rompre. Manon me suivait de près, son téléphone déjà à la main, prête à enregistrer. La pièce était silencieuse, tous les visages tournés vers Thomas, qui se tenait au centre, tel un acteur sur le point de livrer le monologue de sa vie. Il a levé sa tasse de café comme s'il s'agissait d'une coupe de champagne. Ma chère famille, mes chers amis, a-t-il commencé, sa voix vibrante d'une émotion feinte. Comme vous le savez, notre entreprise a traversé des zones de turbulence. Le marché est impitoyable. Mais c'est dans l'adversité que l'on reconnaît les vrais leaders. Il a marqué une pause, pour l'effet dramatique. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que non seulement nous avons surmonté ces défis, mais que nous sommes sur le point de lancer notre plus grande offensive. Grâce à une vision stratégique et à une gestion rigoureuse, nous allons nous implanter sur le marché allemand dès le prochain trimestre. Un concert de « oh » et de « bravo » a parcouru l'assemblée. Mon père avait les larmes aux yeux. C'est mon fils. Il a transformé les problèmes en opportunités. Je suis restée là, glacée, à regarder cette mascarade. Il ne parlait pas de sa vision stratégique, il parlait de mon travail. Il ne parlait pas de sa gestion rigoureuse, il parlait de la bouée de sauvetage que je lui avais lancée sans le savoir. C'était la performance la plus malhonnête que j'ai jamais vue. Et c'est alors que le destin, ou peut-être juste la technologie, a décidé d'intervenir. Le téléphone de Chloé, posé sur la table basse, s'est allumé. Une notification push d'une application d'actualité financière. Le genre de notification urgente qui annonce un krach boursier ou une fusion majeure. Poussée par la curiosité, elle s'est penchée pour lire.
j'ai observé son visage. C'était comme regarder un film au ralenti. D'abord, la curiosité. Puis, le froncement de sourcils. Ensuite, ses yeux se sont écarquillés. La coupe de café qu'elle tenait a tremblé, renversant quelques gouttes sur la nappe blanche. Son visage a perdu toute couleur, devenant aussi blanc que la nappe tachée. Thomas, a-t-elle dit, sa voix un filet étranglé. Il était en train de recevoir les félicitations de nos oncles et tantes et ne l'a pas entendu. Thomas, a-t-elle répété, plus fort cette fois, une note de panique dans la voix. Le silence est retombé. Agacé par l'interruption, il s'est tourné vers elle. Qu'y a-t-il, Chloé? Tu vois bien que je suis occupée. Lisa, a-t-elle simplement dit, en lui tendant le téléphone. Il a pris l'appareil avec un soupir d'exaspération. Il a lu le titre. Son sourire arrogant s'est effacé instantanément. Il a relu, puis a fait défiler le texte, son visage se décomposant à chaque ligne. Mon père, impatient, s'est approché. Eh bien, qu'est-ce qui est si important pour interrompre une si bonne nouvelle? Il a regardé par-dessus l'épaule de son fils. Je connaissais déjà le contenu de l'article. Manon venait de me le montrer discrètement. Son contact avait vendu l'information à une agence de presse. Le titre était explosif, exclusif, l'identité de l'avocate derrière la victoire à 50 000 € révélée. Un drame familial shakespearien au cœur du pouvoir économique. Mon père a commencé à lire à voix haute, sa voix forte et assurée vacillant de plus en plus. Selon nos sources, l'architecte de cette victoire juridique n'est autre que maître Amélie Dubois. Il s'est arrêté, le souffle coupé. Il a levé la tête, ses yeux cherchant les miens à travers la pièce, remplie d'une confusion totale. Il a continué, comme un automate. Du cabinet Moreau et Dubois. Ironie du sort, cette victoire a directement sauvé de la faillite l'entreprise dirigée par son propre frère, Thomas Dubois, qui célébrait encore récemment son succès. Le nom, Dubois, était une erreur du journaliste, mais peu importait. Le message était passé. Plus personne ne bougeait. La bûche de Noël était à moitié mangée sur la table. Les tasses de café refroidissaient. Le temps semblait s'être arrêté. Le silence était total, absolu. C'était le silence qui suit une explosion, quand on ne sait pas encore qui est vivant et qui est mort. Tous les visages étaient tournés vers moi. J'étais passé du statut de fantôme à celui d'accusé, de témoin et de juge en l'espace de 30 secondes. Leur monde venait de basculer, et ils me regardaient tous, attendant que je leur dise si c'était un cauchemar ou la réalité. Le silence s'est étiré, lourd et pesant. Chaque seconde était une torture. C'est Mathieu, toujours le plus pragmatique, qui a trouvé la force de parler. Il n'a pas regardé Thomas ou mon père. Il m'a regardé droit dans les yeux, son visage un masque de gravité. C'est vrai, Amélie? Tout est vrai? Je n'ai pas eu besoin de répondre avec des mots. J'ai simplement soutenu son regard et j'ai hoché la tête. Un seul, lent mouvement de tête. Ce fut le signal. La digue a cédé. Non, a crié mon père, se levant d'un bond. C'est un mensonge. Une calomnie. Ma fille, ce n'est pas possible. Thomas, dis-leur que c'est faux. Mais Thomas était muet, livide, les yeux rivés sur le téléphone comme s'il contenait son arrêt de mort. C'est alors que la voix de Sophie, mon amie, mon roc, a retenti, tranchante comme une lame. Pourquoi est-ce si impossible, Jean-Pierre? Parce qu'elle est une femme? Ou parce que vous avez décidé il y a bien longtemps qu'elle était incapable de réussir quoi que ce soit d'important? Elle s'est avancée, le regard flamboyant. Laissez-moi vous dire ce qui est impossible. Il est impossible de travailler comme elle l'a fait, pendant 3 ans, avec une détermination sans faille. Il est impossible de faire face à une armée d'avocats d'une multinationale et de les mettre à genoux. Et pourtant, elle l'a fait. Pendant que vous étiez trop occupé à polir les trophées de votre fils, elle gagnait une guerre. Chloé a finalement trouvé sa voie, un murmure étranglé. Alors, les régulations, notre survie, tout ça, c'était toi? Oui, Chloé, ai-je dit, et ma propre voix m'a surprise par son calme glacial. Tout ça, c'était moi. Le coup de chance de ton mari, c'était mes nuits blanches. Son génie des affaires,
c'étaient mes conclusions de 300 pages. Je me suis tournée vers mon frère, qui semblait avoir rétréci dans ses vêtements. Alors, Thomas? C'est comment, de construire son empire sur les fondations que tu as toujours méprisées? Il a enfin levé les yeux vers moi, une lueur de panique dans le regard. Amélie, je te jure, je ne savais pas. L'ignorance n'est pas une excuse, c'est un choix, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran. Tu as choisi de ne pas savoir. Tu as choisi de ne jamais poser de questions. Tu as choisi de me voir comme une petite chose insignifiante qui jouait à l'avocate. La colère, contenue si longtemps, a déferlé. Mais ce n'est même pas le pire. Le pire, ce n'est pas votre mépris. C'est votre trahison. J'ai planté mon regard dans le sien, puis dans celui de Chloé. Vous vous souvenez de ce dîner, il y a 5 ans? Avec Monsieur Dubois? Vous vous souvenez de vos petits conseils prudents? De la façon dont vous m'avez démoli dans mon dos, ruinant la première grande chance de ma carrière? Si la première révélation les avait choqués, celle-ci les a anéantis. Le visage de Chloé s'est décomposé. Thomas a fait un pas en arrière, comme si je l'avais frappé. Mes parents m'ont regardé, horrifiés, ne comprenant pas de quoi je parlais. Oui, ai-je continué, impitoyable. Vous n'avez pas seulement profité de mon travail. Vous avez activement essayé de détruire ma carrière. Et le destin, dans son infinie ironie, a voulu que ce soit cette même carrière qui vous sauve de la faillite. J'ai craché le mot « faillite » au milieu de la pièce. Il a eu l'effet d'une détonation. Ma mère a poussé un petit cri et a porté la main à son cœur. Mon père s'est effondré dans son fauteuil, le visage entre les mains. Le silence est revenu, mais cette fois, il était différent. Ce n'était plus un silence de stupeur. C'était un silence de honte. Un silence de culpabilité. La vérité n'était plus seulement dans les journaux. Elle était là, vivante, brutale, au milieu de leur salon de Noël en ruine. Le roi était nu, son château de cartes s'était effondré, et les fondations pourries de notre famille étaient exposées à la lumière crue de la vérité. Et le coup de téléphone que Thomas allait recevoir n'allait pas seulement confirmer la faillite, il allait signer leur capitulation totale. Au milieu des décombres de notre soirée de Noël, le téléphone de Thomas a sonné. La sonnerie, une mélodie joyeuse et entraînante, semblait obscène dans le silence de mort qui régnait. Tous les regards se sont tournés vers l'appareil qui vibrait sur la table basse. Thomas l'a regardé comme s'il s'agissait d'un serpent. L'écran affichait Marc Vasseur, son principal investisseur, un homme réputé dans le milieu pour sa froideur et son pragmatisme absolu. D'une main tremblante, il a décroché. « Marc ? Oui, je vois que tu as lu les nouvelles. » Il a écouté, son visage passant par toutes les nuances du désespoir. « Non, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer la stratégie. C'est plus complexe. » Il y a eu une longue pause. Thomas a blêmi. « Quoi ? Non, tu ne peux pas faire ça. Notre contrat. Marc, s'il te plaît. » Il a terminé la conversation par un simple « je comprends » prononcé d'une voix blanche, avant de raccrocher. Il est resté immobile pendant un long moment, le téléphone serré dans sa main. Puis il s'est tourné vers nous. Son masque d'homme d'affaires invincible s'était complètement désintégré. Il n'était plus qu'un homme terrifié. Il se retire, a-t-il annoncé d'une voix sourde. Il invoque une clause de confiance rompue. Il dit que nous lui avons caché des informations vitales sur la santé de l'entreprise et sur les risques juridiques que nous courions. Il retire tous ses fonds. Immédiatement. Mathieu, qui était resté en retrait, a fermé les yeux et a laissé échapper un juron. C'est fini, Thomas. Sans les fonds de Vasseur, nous sommes en cessation de paiement dès demain matin. Nous ne pouvons même pas payer les salaires de ce mois-ci. Mon père a relevé la tête, le visage ravagé. Cessation de paiement? Mais, tu m'as dit que tout allait bien. J'ai réinvesti mes dividendes le mois dernier. La confession de Thomas est alors sortie, un torrent de mots confus et désespérés. Il a tout avoué. Les investissements hasardeux en crypto-monnaie qui avaient mal tourné. Un contrat au Moyen-Orient qui s'était révélé être une escroquerie. Et surtout, la menace du procès de Kruger Corp, qu'il avait délibérément minimisé auprès de son conseil d'administration et de ses investisseurs.
L'annonce de l'expansion en Allemagne n'était qu'un écran de fumée, une tentative désespérée de lever de nouveaux fonds pour combler un trou qui devenait un gouffre. Je pensais que je pouvais tout arranger, a-t-il balbutié, en me regardant. Je pensais que j'étais assez malin pour m'en sortir. Quand les nouvelles régulations sont tombées, j'ai cru que c'était un signe du destin, une chance de me refaire. Je n'ai même pas pensé à toi, Amélie. Je n'ai même pas fait le lien. J'étais tellement obsédée par ma propre survie que je n'ai pas vu que la solution venait de toi. Il s'est approché de moi, les mains vides, le regard suppliant. Tu ne nous as pas seulement sauvés d'une plainte, Amélie. Tu as sauvé l'entreprise. Tu as sauvé mon nom. Tu as sauvé l'argent de papa. Tu as tout sauvé. Et nous, pendant ce temps, nous te traitions comme une idiote. La vérité, dans toute sa misérable splendeur, était enfin révélée. Leur arrogance n'était pas seulement le fruit d'un sentiment de supériorité, c'était le cache-misère de leur incompétence et de leur peur. Ils n'étaient pas des lions rugissants, mais des souris acculées qui faisaient beaucoup de bruit pour ne pas qu'on voie à quel point elles étaient terrifiées. La rage qui m'avait animée commençait à s'éroder, remplacée par une lassitude infinie. Ma vengeance était complète, mais elle n'avait pas le goût sucré que j'avais imaginé. Elle avait le goût fade de la pitié. Je regardais mon frère, l'idole de mon enfance, le géant qui avait projeté une si longue ombre sur ma vie, et je ne voyais plus qu'un homme pathétique et brisé. Alors que je cherchais quoi dire, une nouvelle vague de notifications a déferlé sur les téléphones de la pièce. C'était une cacophonie stridente et unanime. Manon a regardé son écran. Son expression a changé. Elle m'a montré le téléphone. L'article initial avait été mis à jour. Avec une nouvelle photo. Et une nouvelle information, encore plus dévastatrice. La nouvelle vague de notifications n'était pas une simple mise à jour. C'était un tsunami. Manon m'a montré son écran. L'article de l'agence de presse avait été enrichi. En plus de mon portrait et de celui de Thomas, une troisième photo avait été ajoutée, une photo de mon père, Jean-Pierre, tout sourire, prise lors d'une interview quelques mois plus tôt pour un magazine local, où il vantait l'ADN entrepreneurial de la famille. Le nouveau titre était encore plus brutal, drame familial et financier, l'avocate Amélie Dubois sauve l'entreprise DE son frère DE la faillite, sous le regard aveugle DE sa propre famille. Mais le pire était dans le corps du texte. Une nouvelle source, citée comme un membre du conseil d'administration de Wright Industries souhaitant rester anonyme, avait parlé. Je soupçonnais fortement que cette source était un allié de Mark Vasseur, cherchant à justifier son retrait brutal. La source confirmait tout, les difficultés financières, la quasi-faillite, et la menace du procès de Kruger Corp. L'article citait des extraits de procès-verbaux de réunions où Thomas minimisait les risques, assurant que tout était sous contrôle. Il juxtaposait ces citations avec la réalité de la situation, créant un portrait dévastateur de mon frère en tant que dirigeant incompétent et malhonnête. Puis venait le coup de grâce. L'article incluait une section intitulée « Une culture familiale toxique ». Sophie, mon amie, y était citée plus longuement, toujours anonymement en tant que « proche amie de Maître Dubois ». Elle décrivait avec une précision clinique des années de favoritisme et de dénigrement. Elle a raconté l'épisode de ma remise de diplôme du barreau, où mes parents étaient arrivés en retard parce qu'ils assistaient à un tournoi de golf important de Thomas. Elle a parlé des repas de famille où toute conversation sur mon travail était systématiquement coupée ou tournée en dérision. Chaque mot était une brique de plus dans le mur de leur honte publique. Le téléphone de mon père a sonné. C'était un journaliste d'une grande chaîne d'information en continu. Mon père a décroché machinalement. Allô ? Non, je n'ai aucun commentaire. Comment osez-vous ? C'est de la diffamation. Il a raccroché brutalement, mais sa main tremblait. Le téléphone de Chloé a sonné à son tour. C'était sa mère. Maman ? Non, ce n'est pas vrai. C'est un malentendu. Je t'expliquerai. Elle a fondu en larmes et s'est enfuie de la pièce. C'était le chaos. Le drame privé était devenu un feuilleton national. Leur nom, autrefois synonyme de réussite provinciale, était maintenant associé à l'incompétence, au mensonge et à la cruauté familiale. Thomas, qui semblait avoir touché le fond, a fait quelque chose d'inattendu. Il a pris son téléphone, a regardé le numéro d'un journaliste qui l'appelait,
et a décroché. Allô, ici Thomas Dubois. Oui, je vous écoute. Non, je ne vais pas nier. La plupart de ce qui est écrit est vrai. Un silence stupéfait est tombé sur nous. Oui, mon entreprise était en grande difficulté, a-t-il continué, sa voix étonnamment calme. Et oui, c'est le travail de ma sœur qui nous a sauvés. Est-ce que j'ai été un frère et un chef d'entreprise aveugle? Absolument. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour le moment, si ce n'est que je dois une reconnaissance et des excuses éternelles à ma sœur, Amélie. Il a raccroché. Il venait de commettre un suicide médiatique, ou peut-être, le premier acte de sa rédemption. Il avait cessé de se battre. Il avait capitulé. Face à la vérité, il avait choisi de ne plus mentir. Au milieu de ce désastre, de cette humiliation publique totale, il avait peut-être, enfin, trouvé une forme de dignité. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison, un calme étrange s'est installé. Le calme après la bataille. Il ne restait plus que les ruines, et la question de savoir ce que nous allions reconstruire dessus. Et s'il y avait même quelque chose à reconstruire. La déclaration de Thomas aux médias a eu l'effet d'un électrochoc. En admettant publiquement sa faillite morale et professionnelle, il avait mis fin au chaos. Il n'y avait plus rien à cacher, plus de mensonges à défendre. Il ne restait que la vérité, nue et crue, au milieu des restes de notre fête de Noël. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus un silence de stupeur ou de honte, mais un silence de recueillement, presque de deuil. Le deuil d'une image familiale, d'une illusion de perfection qu'ils avaient entretenue pendant des décennies. Mon père, qui était resté affalé dans son fauteuil, s'est levé. Il a marché lentement vers moi. Il ne ressemblait plus au patriarche arrogant et dominateur. Il ressemblait à un vieil homme, fatigué et vaincu. Amélie, a-t-il dit, sa voix brisée. Tout à l'heure, je t'ai demandé pardon. Mais je réalise que c'est un mot vide de sens. On ne demande pas pardon pour des années de cécité volontaire. Je ne sais pas si je pourrai un jour me pardonner à moi-même. Il a plongé son regard dans le mien. J'ai passé ma vie à courir après une idée du succès. L'argent, le statut, l'entreprise qui porte mon nom. J'ai voulu que Thomas soit mon prolongement, mon héritier. Et dans cette course folle, je suis passé à côté de l'essentiel. J'avais un trésor sous les yeux, un véritable trésor de courage, d'intelligence et de résilience, et je ne l'ai pas vu. Je suis désolé n'est pas assez fort. Je suis dévasté par mon propre échec en tant que père. Ma mère s'est approchée, posant une main tremblante sur mon bras. Nous t'avons nourri, nous t'avons logé, nous t'avons payé des études. Nous pensions que c'était ça, être des parents. Mais nous avons oublié l'essentiel. T'écouter. Te voir. Te célébrer. Nous avons échoué, Amélie. Et je ne sais pas comment nous pourrons réparer ça. Thomas, qui avait rejoint le groupe, a pris la parole. Sa voix était posée, réfléchie. Mes excuses ne sont pas seulement pour mon aveuglement. Elles sont pour ma lâcheté. J'ai toujours senti ta force, et au lieu d'en être fier, j'en ai eu peur. C'était plus facile pour moi que tu restes dans l'ombre, pour que ma propre lumière paraisse plus vive. L'histoire avec Monsieur Dubois, ce n'était pas juste une erreur. C'était un acte délibéré de quelqu'un qui avait peur de la compétition, même venant de sa propre sœur. C'est la vérité la plus laide à mon sujet, et je dois vivre avec. Chloé, revenue dans la pièce, les yeux bouffis, a ajouté d'une voix à peine audible, « J'ai été méchante et stupide. » Il n'y a pas d'autre mot. J'ai été emportée par ce culte de la réussite et j'ai participé à cette injustice. Je le regrette profondément. J'ai écouté leurs paroles, une par une. Elles semblaient sincères. La chute avait été si brutale qu'elle les avait forcés à une introspection qu'ils n'avaient jamais faite auparavant. Mais des années de blessures ne s'effacent pas avec quelques phrases, aussi sincères soient-elles. J'entends vos excuses, ai-je dit, ma voix plus douce qu'auparavant, mais toujours ferme. Et peut-être qu'un jour, elles trouveront un écho en moi. Mais pour l'instant, j'ai besoin de plus que des mots. J'ai besoin de preuves. J'ai besoin de voir des changements réels, pas seulement des remords nés d'une humiliation publique. Je les ai regardés, un par un. Comprenez-vous vraiment?
Comprenez-vous le poids de chaque petite remarque, de chaque soupir d'exaspération, de chaque sujet de conversation détourné quand je parlais de mon travail? Comprenez-vous que vous n'avez pas seulement blessé mes sentiments, mais que vous avez tenté de saper ma confiance en moi, année après année? Ils ont tous hoché la tête, silencieusement. Alors ne me demandez pas de pardonner, ai-je conclu. Montrez-moi que vous avez changé. Prouvez-le. Chaque jour. C'était un ultimatum. La balle était dans leur camp. La conférence de presse annoncée pour le surlendemain à Paris ne serait pas seulement un exercice de communication de crise. Ce serait leur premier test. Leur première chance de me montrer qu'ils avaient enfin commencé à comprendre. L'atmosphère de la salle de conférence de l'hôtel Georges V à Paris était électrique. Une centaine de journalistes étaient entassés, leurs caméras et micros pointés vers l'estrade comme des armes. L'histoire avait tous les ingrédients d'un feuilleton à succès, argent, trahison, drame familial et rédemption potentielle. J'étais assise au centre de la table, mon nom inscrit sur un carton devant moi, Maître Amélie Dubois. À ma droite, Thomas. À ma gauche, le directeur de mon cabinet, venu en soutien. Au premier rang de l'audience, mes parents. Leur visage était grave, tendu. C'était la première fois qu'ils assistaient à un événement professionnel pour moi, et c'était dans les circonstances les plus extraordinaires. Thomas a pris la parole en premier. Il s'est levé, et ce simple geste a montré un changement. Il ne dominait plus l'espace, il l'occupait avec une humilité nouvelle. Il n'a lu aucun discours. Il a parlé avec son cœur. Bonjour à tous. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous présenter des excuses ou pour tenter de redorer mon image. Je suis ici pour rétablir une vérité. Il a raconté l'histoire, sans phare, sans chercher à se dédouaner. Il a parlé de ses erreurs de gestion, de la quasi-faillite, de la menace de Kruger Corporation. Puis il s'est tourné vers moi. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le pilier de notre famille. J'avais tort. Le véritable pilier a toujours été ma sœur, Amélie. Son travail acharné, son intelligence et son intégrité sans faille ont sauvé mon entreprise, mon honneur et l'héritage de notre famille. J'ai passé ma vie à la regarder sans la voir. Aujourd'hui, mes yeux sont enfin ouverts. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas parlé de la famille. J'ai parlé du droit. J'ai expliqué les subtilités de mon dossier, la portée des régulations, l'importance de la protection des consommateurs. J'ai parlé avec la passion de mon métier, montrant à tous non pas la victime d'un drame familial, mais une professionnelle accomplie et redoutable. Je sentais le regard de mon père sur moi, et pour la première fois, je n'y ai pas vu de la fierté condescendante, mais une admiration pure et simple. Pendant les questions-réponses, un journaliste a posé la question que tout le monde attendait, Monsieur Dubois, après de telles révélations, comment envisagez-vous l'avenir de vos relations professionnelles et personnelles avec votre sœur? Thomas s'est levé à nouveau. J'ai demandé à Amélie de rejoindre notre conseil d'administration. Ce n'est pas un cadeau. C'est une nécessité. Son expertise juridique, plus important encore, sa boussole morale, sont des atouts dont notre entreprise a désespérément besoin pour se reconstruire sur des bases saines. J'espère qu'elle acceptera de nous guider. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai pris le micro. La reconstruction d'une entreprise, comme celle d'une famille, demande du temps et des actes concrets. J'ai accepté de siéger au conseil d'administration, non pas pour mon frère, mais pour les employés de l'entreprise et pour l'intégrité du marché qu'elle sert. Ma présence sera un gage de transparence et de rigueur. Mes mots étaient clairs. J'acceptais d'aider, mais selon mes propres termes. Je n'étais plus la petite sœur dans l'ombre, j'étais une partenaire stratégique, une puissance indépendante. Un nouvel ordre était né, non seulement dans la salle de conférence, mais aussi au sein de notre famille. Après la conférence, alors que les journalistes se dispersaient, nous nous sommes retrouvés un instant seuls. Thomas s'est approché de moi. Merci, Amélie. C'était plus que ce que je méritais. Ne me remercie pas encore, Thomas, ai-je répondu. Le travail ne fait que commencer. Et je serai une administratrice très exigeante. Il a souri, un vrai sourire, pour la première fois depuis des jours. Je n'en attends pas moins. Un premier pas venait d'être fait. Un pas fragile, mais un pas dans la bonne direction.
Alors que nous quittions la salle de conférence, l'adrénaline retombant pour laisser place à une immense fatigue, mon père s'est approché de moi, hésitant. Il avait l'air plus vieux, plus vulnérable que jamais. « Amélie » a-t-il commencé, sa voix un peu rauque. « Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Des années, en fait. Mais j'aimerais commencer quelque part. » Il a sorti son portefeuille et en a tiré une vieille photo, cornée et usée. C'était une photo de moi à l'âge de 10 ans, lors d'un concours de sciences que j'avais gagné. J'étais la seule de la famille sur la photo, car il était allé à un match de foot de Thomas ce jour-là. Je l'ai gardé toutes ces années, a-t-il dit. Même quand j'étais trop stupide pour te dire à quel point j'étais fière. Je me demandais si, peut-être, on pourrait prendre une nouvelle photo. Tous ensemble. Une vraie. Sa demande était simple, presque enfantine. Mais elle était chargée de tout le poids de ses regrets. Ce n'était pas pour les apparences, pas pour les médias. C'était pour lui. Pour nous. J'ai regardé autour de moi. Ma mère pleurait silencieusement, mais un sourire était sur ses lèvres. Thomas me regardait avec une gratitude et un respect que je n'avais jamais vu dans ses yeux. Chloé et Mathieu se tenaient en retrait, l'air humble et contrit. Mes amis, Sophie et Manon, me souriaient, m'encourageant du regard. J'ai senti le mur de glace que j'avais érigé autour de mon cœur se fissurer un peu. La colère s'était dissipée, laissant place à une tristesse profonde, mais aussi à une lueur d'espoir. « D'accord, papa », ai-je dit doucement. « Faisons cette photo. » Nous nous sommes rassemblés, non pas en randonnion comme dans les photos de famille traditionnelles, mais en un groupe plus naturel. Spontanément, ils m'ont laissé la place centrale. Mon père s'est mis à ma droite, posant timidement sa main sur mon épaule. Ma mère s'est mise à ma gauche, serrant ma main. Thomas s'est placé juste derrière moi, comme un protecteur. Manon a levé son téléphone pour prendre la photo. Au moment où le flash a crépité, une pensée claire a traversé mon esprit. Ma véritable victoire n'était pas d'avoir gagné 50 millions d'euros. Ce n'était pas d'avoir sauvé leur entreprise. Ce n'était même pas d'avoir finalement obtenu leur reconnaissance. Ma plus grande victoire, c'était d'avoir réussi à construire ma propre valeur, ma propre force, en dépit de leur manque de soutien. J'avais réussi non pas grâce à eux, mais pour moi. Et ce faisant, paradoxalement, je leur avais donné l'opportunité de se regarder en face et de changer. Le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches. La confiance est comme une porcelaine fine, une fois brisée, même recollée, elle porte toujours les cicatrices. Mais pour la première fois de ma vie, je sentais que nous avions une chance de devenir une vraie famille. Non pas une famille parfaite, mais une famille honnête. Cette histoire, mon histoire, m'a appris une leçon fondamentale: votre valeur ne se mesure pas à l'aune du regard des autres, même de ceux que vous aimez le plus au monde. Elle se forge dans le silence de vos efforts, dans la résilience face à l'adversité, et dans la capacité à rester fidèle à qui vous êtes, même lorsque personne ne semble vous voir. Cette histoire vous semble-t-elle familière? Avez-vous déjà eu l'impression que vos réussites étaient invisibles aux yeux de vos proches, ou pire, qu'on essayait de les diminuer? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Partageons nos expériences pour nous sentir moins seuls. C'est en partageant qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ces drames familiaux, ces blessures invisibles qui marquent pourtant si profondément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires sur la force incroyable qu'on peut trouver en soi pour surmonter les épreuves de la vie. Prenez bien soin de vous, et n'oubliez jamais votre propre valeur.